Bonjour à tous, fin de session plénière à Strasbourg, très heureux de vous retrouver. Je voudrais revenir avec vous sur une question qui a beaucoup animé nos débats au cours des dernières semaines, la question des accords de libre-échange. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur la position que nous défendions sur cette question. Pour nous, cette position, elle est purement pragmatique. Le but d'un responsable politique, c'est de faire en sorte que les intérêts de ceux qui l'ont élu soient vraiment défendus. Et en l'occurrence, évidemment, nous avons souvent intérêt à échanger, à commercer avec d'autres pays du monde, mais lorsque c'est effectivement dans un sens qui peut correspondre à notre propre ambition comme pays et comme continent. Le grand problème aujourd'hui, c'est que la France est devenue si peu compétitive que le libre-échange représente un problème majeur pour elle. Nous sommes déficitaires commercialement depuis très longtemps et ce déficit commercial atteint un niveau record. L'an dernier, nous aurons fait, le chiffre vient d'être publié, 100 milliards d'euros de déficit commercial, c'est-à-dire la différence entre ce que nous importons et ce que nous exportons. Le déficit de notre consommation sur notre capacité de produire ce dont nous avons besoin. Évidemment, un pays qui se trouve dans une telle situation est condamné à moyen, à long terme, à l'appauvrissement. Et c'est, je crois, ce qui est le plus grand danger aujourd'hui pour la France comme pour l'Europe du point de vue économique, le risque de décrochage économique. En 2023, le PIB américain a cru 5 fois plus vite que le PIB de la zone euro. Nous avons donc devant nous un défi majeur qui est celui de reconstruire notre compétitivité. Derrière ce terme technique, il y a le fait qu'il faut tout simplement que nous laissions nos entreprises travailler, que nous laissions nos entreprises produire, que nous laissions ceux qui, dans nos pays, sont capables d'inventer, d'innover, de créer de la valeur, que nous les laissions bosser. Le principal problème, l'un des plus grands sujets d'inquiétude de ceux qui, aujourd'hui, créent de la valeur en Europe, c'est la complexité normative, c'est le poids des charges, le poids de la fiscalité. Et ce qui est vrai de l'Europe est plus vrai encore de la France à l'intérieur de l'Europe. Dans un contexte comme celui-là, évidemment, travailler pour ouvrir des barrières douanières, travailler pour faciliter le commerce avec de nouveaux marchés, c'est bien sûr se fragiliser nous-mêmes. Et notamment parce que nous créons, en faisant un tel mouvement, une concurrence déloyale qui pèse sur nos producteurs. Ces producteurs, je ne doute pas un instant qu'ils seraient capables de concurrencer les grands producteurs mondiaux. Prenez l'agriculture dont nous avons si longtemps parlé au cours des dernières semaines, mais aussi au cours des dernières années. Nos agriculteurs sont parmi les meilleurs du monde. Nous pouvons le dire sans chauvinisme. Le problème n'est pas qu'ils ne soient pas capables de rivaliser par la qualité de leurs produits avec le reste du monde. Le problème, c'est que nous les mettons dans une situation de telle contrainte, de telle complexité, de telle charge à gérer qu'ils ne peuvent tout simplement pas faire face à une concurrence qui, elle, est libre de ces contraintes. Et donc, nous voyons bien à quel point notre défi, c'est de reconstruire des conditions de compétition loyale. Certes, il y a de toute façon un problème de principe que tout le monde voit bien aujourd'hui dans le fait que dans un monde traversé par la préoccupation écologique, il est aberrant de faire venir de 20 000 kilomètres d'ici, comme le fait l'accord avec la Nouvelle-Zélande, des tonnes de lait en poudre ou d'agneau qui traversent la planète dans de l'azote liquide avant d'arriver sur nos marchés. Les macronistes qui ont voté pour l'agenda le plus radical du point de vue environnemental depuis le début de ce mandat ont voté aussi pour l'accord avec la Nouvelle-Zélande, ce qui me paraît le signe d'une incohérence assez improbable quand on prétend se préoccuper de la réalité de l'écologie. Il faut bien sûr qu'on arrive à produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin, qu'on arrive à échanger d'abord ce que nous sommes les plus forts pour faire, qu'on arrive à faire en sorte que le commerce international soit l'occasion d'une valorisation de la singularité de nos forces et de nos atouts productifs en France et en Europe, plutôt que de commercer à peu près tous les produits, y compris ceux qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à faire venir de loin plutôt qu'à réaliser chez nous. Mais une fois qu'on a fermé cette parenthèse, bien sûr, le plus important pour nous, je le redis, c'est de travailler pour reconstruire la compétitivité de nos propres entreprises et de nos propres pays. Prenons un exemple tout simple, bonne nouvelle, votée cette semaine. Nous avons autorisé, par un vote qui a été très disputé, qui s'est joué à peu de choses, nous avons autorisé l'utilisation de techniques de travail scientifique sur les espèces, notamment les espèces végétales qui sont plantées par des agriculteurs pour nous nourrir. Ces techniques reproduisent, ce ne sont pas des OGM, reproduisent les mutations naturelles des végétaux. Elles les reproduisent d'une manière à mieux protéger les plantes, par exemple contre l'évolution du climat ou bien contre des maladies de la plante. Je pense par exemple à la cercosporiose, une maladie de la banane qui menace aujourd'hui nos plantations dans les Antilles. J'ai été il y a quelques semaines rencontrer en Martinique, en Guadeloupe, notamment les agriculteurs et les
producteurs de bananes me confiaient leur détresse parce que d'autres pays du monde, en dehors de l'Europe, pouvaient utiliser ces techniques scientifiques et nous continuions de les interdire par une réglementation complètement hors d'âge. Je suis revenu avec la ferme détermination de me battre pour que ce texte puisse aboutir. Et nous avons réussi cette semaine. C'est donc un très grand soulagement parce que cette maladie va pouvoir être traitée sans utiliser de pesticides, sans utiliser de produits phytosanitaires. Curieux de voir que les Verts qui défilaient devant le Parlement européen pour protester contre ce texte avec des panneaux disant non à la science, littéralement, curieux de voir que les Verts refusent une avancée qui pourtant permet justement de se passer de beaucoup de pesticides que nous ne voulons plus utiliser parce que nous savons qu'ils sont, pour le coup, néfastes pour la santé comme pour l'environnement. C'est un élément clé, vous voyez, c'est un élément parmi d'autres, mais c'est un élément clé, cette reconstruction de la compétitivité, faire en sorte que nos agriculteurs puissent compter sur une compétition loyale. Si on s'interdit de produire quelque chose en Europe, alors on n'a pas le droit de les mettre en concurrence avec ce qui est autorisé dans le reste du monde et de faire venir ces productions sur nos marchés quand nous nous interdisons à nous-mêmes de les produire. Mais la compétitivité, c'est un ensemble beaucoup plus vaste. Derrière la question de l'agriculture, il y a le sujet de l'industrie, de la production d'une manière plus générale. Et au fond, le point focal, le point central de notre travail, nous n'avons cessé de le dire avec le PPE depuis des années maintenant, c'est de redonner à ceux qui produisent chez nous la possibilité de travailler normalement sans faire avec les contraintes d'une surveillance permanente qui, oppressante et aliénante, finit par empêcher toute création, toute innovation, toute liberté d'entreprendre. Je crois qu'il faut se méfier en particulier de l'idée, quand on parle de libre-échange, de l'idée des clauses miroirs, c'est-à-dire de l'idée qu'on va imposer les règles aux pays avec lesquels on échange que nous imposons chez nous. Il faut s'en méfier pour deux raisons. D'abord parce que ça ne se produira jamais. En réalité, on le voit très bien, nous n'arriverons jamais à exporter notre complexité et nos contraintes. Et deuxièmement, parce que ce qui compte à la fin, c'est que ceux qui sont sur notre sol, dans nos pays, puissent continuer de travailler. Et on ne les consolera pas en créant sur leurs épaules des normes infiniment contraignantes et souvent, malheureusement, parfaitement superflues, parfois même absurdes. On ne consolera pas ceux à qui on impose ces normes en leur expliquant par de fausses promesses qu'on pourrait réussir à les exporter dans d'autres pays que les nôtres. Le but n'est pas de chercher à rendre la vie des autres impossible, le but c'est de rendre de nouveau la vie possible à ceux qui travaillent dans nos propres pays. Il faut évidemment travailler au plan européen, à la relation de l'Europe avec le reste du monde, mais il faut aussi qu'on soit conscient que ce défi de la compétitivité, c'est un grand défi français en Europe. À chaque fois qu'une norme européenne est votée quelque part, à Bruxelles, à Strasbourg, elle est transposée dans nos pays et souvent en France surtransposée. On prétend toujours en faire, nous Français, plus que les autres. Le gouvernement n'avait cessé d'expliquer que son but était que les Français soient les plus vertueux en Europe sur tous les sujets, tout le temps, notamment sur le plan environnemental ou sur le plan des politiques sociales. Bien sûr, on peut toujours chercher à faire mieux, mais quand on est sur un marché intérieur qui n'a pas de frontières, pas de barrières, pas de douane, pas de tarifs, par définition, si on impose des règles plus contraignantes à ceux qui produisent en France que dans les autres pays européens, si à partir d'un même texte européen, on donne une interprétation bien plus complexe à gérer pour les producteurs de notre propre pays, on va évidemment contribuer à ce décrochage français, double inquiétude qu'il faut absolument faire passer au sommet de nos priorités, le décrochage de l'Europe dans le monde, le décrochage de la France en Europe. Voilà des sujets sur lesquels nous n'avons cessé de travailler au cours des derniers mois, des dernières années. Nous continuerons d'y travailler, bien sûr, parce que je crois que nous avons besoin, sur ces enjeux-là, de réussir à sortir enfin de la spirale du déni. À la fin, un continent qui ne produit plus de valeur s'appauvrit. Et ce n'est pas la dette publique, dont nous sommes de grands spécialistes en France, qui nous permettra de pallier durablement à cet appauvrissement que vit aujourd'hui notre pays, quelles que soient les illusions que nous arrivons peut-être encore parfois à plaquer sur cette terrible réalité. Qui dit appauvrissement dit évidemment injustice, mais qui dit appauvrissement dit aussi la perte de la maîtrise de notre propre destin, parce qu'un pays qui n'a pas les moyens de ses ambitions, c'est un pays qui ne peut, à moyen terme, que sortir de la scène de l'histoire. C'est donc aussi un sujet démocratique majeur. L'économie n'est pas une question secondaire, comme voudraient le croire certains. L'économie est une question qui, évidemment, ne doit pas devenir le but de tout, mais qui est un moyen pour servir la liberté que nous voulons conserver de décider de notre avenir. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous devons mettre cette question en haut de nos priorités. Nous ne manquons pas d'y revenir, bien sûr, et d'y revenir ensemble. Merci encore et à très bientôt.